Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. Un premier tour des centaines de communes et déjà beaucoup de leçons politiques. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les municipales confirment une chose, la politique locale reste souvent une affaire de maire sortant et d'ancrage territorial. Mais derrière cette stabilité apparente, les lignes bougent. À Lille, la gauche apparaît profondément divisée. À Roubaix, la France Insoumise signe une percée spectaculaire. Dans le bassin minier, le Rassemblement national confirme son implantation et progresse dans plusieurs villes moyennes. Et pendant ce temps, la droite municipale continue de tenir ses positions, souvent loin du bruit médiatique. Alors, que retenir de ce premier tour ? Quelles villes peuvent encore basculer ? Et en quoi ces résultats locaux disent aussi quelque chose des équilibres politiques nationaux à un an de la présidentielle ? On décrypte tout ça dans cet épisode avec Sébastien Leroy, chef adjoint du service régional de la Voix du Nord, et Julien Lécuyer, responsable de notre bureau à Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Élodie. Alors pour commencer, parlons de Lille, clairement la ville la plus observée dans la région en tant que capitale régionale. Les résultats montrent une gauche forte mais très fragmentée, autour de 26% pour les socialistes, près de 24% pour la France Insoumise et environ 17% pour les écologistes. Les jeux d'alliance vont être décisifs entre les deux tours. À l'heure où on enregistre ce podcast, soit lundi midi, on imagine que ça va être la clé du scrutin de dimanche prochain et notamment le positionnement des écologistes, Sébastien ? Oui, absolument. Alors c'est une contre-performance pour les écologistes. Stéphane Bally est à 17%, donc il est en deçà du score qui lui avait permis de rêver à une victoire en 2020. On n'est plus du tout dans ce contexte-là. Finalement, les écologistes à Lille suivent le mouvement un peu national d'un reflux de l'écologie politique au plan municipal. Néanmoins, Stéphane Bally, il est 3e et il est un peu en position de faiseur de roi, là. On sait que Stéphane Bally, en tout cas les équipes de Stéphane Bally, négocient sur deux plans. Marine Tourdelier l'a réaffirmé ce matin, à la fois avec le Parti socialiste et la France Insoumise qui a réussi un coup, il faut bien le dire, à Lille, en s'imposant à la 2e place. Ça va se jouer autour de quelques enjeux clés, alors qui sont très locaux, mais qui sont très symboliques à Lille. On parle du projet Saint-Sauveur, qui est la requalification d'une grande friche à Lille. Et clairement, s'il n'y a pas de bouger là-dessus de la part d'Arnaud Deslandes, peut-être que ça peut être quelque chose qui va être bloquant pour les écologistes. Et peut-être qu'à ce moment-là, un rapprochement est possible avec la France Insoumise. D'ailleurs, la seule configuration où les écologistes peuvent espérer bien figurer, c'est avec les Insoumis. Les Insoumis et les écologistes pourraient tout à fait imaginer un accord où finalement le maire devient Stéphane Bally avec une garde rapprochée insoumise, un premier adjoint, un deuxième adjoint insoumis, sur des thématiques bien précises, pour faire basculer la ville à gauche du Parti socialiste. Mais l'hypothèse quand même la plus crédible, parce que c'est celle qui nous renseigne dans l'histoire, c'est quand même un rapprochement de Stéphane Bally avec Arnaud Deslandes, puisque les socialistes et les écologistes ont déjà géré la ville de Lille ensemble. À la fois la configuration qui va sortir et les mouvements de voix qui vont suivre derrière ça va être quelque chose. Ouais. Est-ce que Lille devient un symbole de ce qui se passe à gauche en France ? Plusieurs forces politiques qui pèsent chacune, mais qui ont du mal à s'unir ? Oui, parce que le paysage politique français, mais ça c'est pas une découverte, il est extrêmement fractionné et tout le monde est en train de mener sa petite bataille avec la présidentielle en perspective. Et donc ça brouille énormément les messages à la fois entre les appareils, puisqu'il y a les appareils politiques, les partis qui sont dans une démarche de construction vers 2027, mais c'est complètement contredit par les alliances et les négociations locales. Et donc ça, on le voit très clairement dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle, avec des stratégies qui peuvent être complètement diverses, c'est-à-dire avec d'un certain côté des alliances possibles autorisées entre le PS et les filles dans des villes qui sont sous la menace. On pense à Johanna Rolland à Nantes, par exemple, et on pense aussi à Toulouse dans l'autre sens, où là c'est le candidat insoumis Piquemal qui est suivi par François Briançon du PS. Et puis il y a d'autres endroits où la campagne a été d'une telle violence que aucune alliance n'est possible. Et là, on pense évidemment à Paris, avec la campagne très violente de Sophia Chikirou, très proche de Jean-Luc Mélenchon à l'égard d'Emmanuel Grégoire, candidat socialiste.
et également à Marseille. On parle quand même des 2 premières villes de France, avec côté marseillais, Benoît Payan, qui refuse totalement toute alliance et tout accord de fusion de liste avec Sébastien Delogu. On le voit, ça engendre des stratégies différentes, mais qui ont trait aussi à la réalité locale. Elles vont être possibles quand même, ces alliances au niveau local, quand au niveau national, il n'y a aucune consigne de passer ? Ah ben bien sûr qu'il va y avoir des accords locaux. Et d'ailleurs, Olivier Faure l'a autorisé à demi-mot. Il convient lui-même que c'est dans la dentelle que vont se jouer ces municipales. Si on parle d'LFI, on est évidemment obligé d'aller du côté de Roubaix, puisque la France Insoumise réalise là-bas une très belle percée avec David Guiraud qui arrive en tête du premier tour, avec près de 46% des voix. Là encore, les négociations pourraient largement peser, notamment entre le maire sortant Alexandre Garcin, donc d'hiver droite, et le socialiste Karim Amrouni. Mais ça paraît plus délicat de faire front contre LFI ici. Oui, alors l'avance est telle pour David Guiraud et la dynamique finalement, parce que une élection municipale, c'est pas juste statique et mathématique, c'est aussi une dynamique. Quand vous êtes à 46% des voix au premier tour, vous êtes un peu lancé, et quand vous distancez de 26 points le deuxième, le retard il est probablement un peu irrémédiable. Néanmoins, que vont faire les 3 autres listes qui sont qualifiées pour le second tour, donc la liste d'Alexandre Garcin, la liste de Karim Amrouni au premier chef. Est-ce qu'elles vont tenter quand même un rapprochement de s'allier? Est-ce que Karim Amrouni et puis le Parti Socialiste, qui était partenaire de Karim Amrouni, ira dans une espèce de front anti-Guiraud, alors que par ailleurs, dans d'autres communes de France, LFI et le PS vont s'allier? Enfin, c'est quand même particulier comme configuration. Enfin, en toute hypothèse, David Guiraud est extrêmement bien placé pour remporter la ville de Roubaix dimanche prochain, ce qui sera un symbole extrêmement fort. Alors, c'est pas complètement une surprise, ça s'inscrit dans un continuum de fidélisation de l'électorat insoumis. Je rappelle qu'à l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait des scores énorme à Roubaix, confirmé ensuite par des législatives à Roubaix, confirmé encore par les européennes à Roubaix, puis les législatives de 2024. Donc il y a une forme de vote d'habitude maintenant pour LFI à Roubaix. Comme à Lille, la France Insoumise aujourd'hui, elle a fidélisé son électorat dans les quartiers populaires, et elle est en mesure finalement de s'imposer comme la première ou la deuxième force de ces villes-là. Donc c'est une vraie évolution. Là pour le coup, une vraie recomposition à gauche du champ municipal dans 2 communes qui sont sociologiquement plutôt portés à aller vers la gauche. Justement, ces phénomènes locaux sont des signes que LFI est en train de s'implanter durablement dans les villes populaires ? Dans les villes populaires, oui, parce qu'il a porté sa stratégie sur une mobilisation des quartiers populaires et de la jeunesse. Et quand on voit la sociologie du vote, on est marqué quand même par un regain de participation de ce côté-là. Donc un électorat qui visiblement n'est pas choqué par les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, ou bien du fait de porter des thèmes nationaux, voire internationaux, d'importer le conflit de Gaza dans la campagne des municipales, ce qu'a fait David Guiraud dans ses clips de campagne. Après, quand on parle de magnifiques percées, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même tempérer les choses. Ça concerne surtout les métropoles de plus de 100 000 habitants, et même dans ces métropoles, il faut quand même remarquer que si on compare par exemple avec les scores des européennes, dans la plupart des grandes métropoles, le vote insoumis est moindre. Et puis, évidemment, on compare avec les élections de 2020, mais en 2020, la France insoumise avait fait complètement l'impasse sur la campagne. Là, ils ont envoyé 3 fois plus de candidats sur le terrain. Il était évident que dans les grandes villes, ils allaient en recevoir les fruits. Et même dans la région, on peut aussi constater que effectivement, si les résultats sont bons à Lille et à Roubaix, ils sont quand même un peu en demi-teinte par ailleurs. Prenez le cas d'Hugo Bernalicis, par exemple, qui était candidat à Villeneuve-d'Ascq, qui fait pas un score brillant. Il est en deçà du score de la liste insoumise aux européennes. Il fait 17%, ce qui est
considérable déjà à Villeneuve-d'Ascq, mais c'est sans doute un peu en deçà de son objectif à lui. Et puis, surtout, faut quand même parler de Faches-Tuménil, qui était jusqu'ici la seule commune de la région qui était déjà gérée par un insoumis, Patrick Proisy. Patrick Proisy, aujourd'hui, il est un peu dans une situation délicate, devancé au premier tour par un candidat d'hiver droite, dans une commune qui a été longtemps gérée par le centre droit, disons, hein, et dont le basculement en 2020 avait quelque chose d'un peu étonnant, mais qui peut s'expliquer aussi. Patrick Proisy, encore une fois, il est en situation délicate. Donc on aura peut-être des gains, mais peut-être aussi des pertes pour la France insoumise dimanche prochain. Ouais, cette tentative d'ancrage au niveau local avant la présidentielle se fait donc en demi-teinte plutôt pour LFI. En tout cas, dans la région, ils ne présentaient pas énormément de listes non plus. Ils présentaient 18 listes, ce qui reste quand même très modeste. Donc ils avaient ciblé finalement leur engagement. Aujourd'hui, les insoumis vont sans doute être beaucoup plus présents dans des conseils municipaux qu'ils ne l'étaient jusqu'ici, mais c'est pas une vague non plus. Leur but était... alors, ils sont très heureux de pouvoir prétendre à prendre Roubaix, peut-être Toulouse, ce qui serait vraiment deux belles prises de guerre. Mais l'idée à l'origine des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon, c'était de mailler le territoire et de pouvoir, à ce titre-là, porter leur thématique, encore une fois, en vue de la présidentielle. Donc c'est un marchepied pour les Insoumis. Donc tant mieux pour eux s'ils gagnent des communes, mais c'est pas le seul objectif de tout ça. Autre dynamique observée dans la région, celle du Rassemblement national. Dans plusieurs villes du bassin minier, je pense à Arnes, Drocourt, Ouany, le RN étend son influence et réalise des scores élevés, voire est qualifié dès le premier tour. Il conserve aussi ses fiefs à Hénin-Beaumont et Bruay-la-Bussière avec des scores soviétiques, si je peux dire. 78% pour Steve Briouat à Hénin et 81,44% pour Ludovic Pajot à Bruay-la-Bussière. Mais pour autant, on ne parle pas non plus d'un raz-de-marée du RN. Comment interpréter ces résultats de l'extrême droite ? Sur le plan municipal, ça a toujours été un peu compliqué. Puis c'est récent dans la région, ça date de 2014 avec la prise de Hénin-Beaumont, puis 2020 la confirmation à Hénin-Beaumont et la victoire à Bruay-la-Bussière, mais ça se heurtait toujours au plan local à un plafond de verre. Donc là, le plafond de verre, il cède un peu dans le bassin minier, autour finalement des communes qui sont habituées à voter Rassemblement national d'élection en élection maintenant, où là la libération de ce vote se fait plus franchement aujourd'hui, par effet de halo autour des Hénin-Beaumont, dans le bassin lensois. Mais alors ce qui manque au Rassemblement national, au plan régional comme au plan national, c'est plusieurs conquêtes de grandes villes. Ils ont gagné à Perpignan, où Louis Alliot est réélu, Fréjus, pareil, réélu, mais ils ont encore à ce stade très peu de nouveaux gains. Alors peut-être il y aura Toulon, peut-être il y aura Nîmes, on verra. En tout cas au niveau régional, il manque Lens par exemple, où il y avait des gros enjeux, et un suspense, où on pouvait imaginer que Bruno Clavé, député de Lens, qui avait fait un bon score lors des élections législatives, on pouvait imaginer qu'il y avait un enjeu. Sylvain Robert, le maire socialiste sortant, l'emporte finalement dès le premier tour. Donc pas de Lens, pas de Calais non plus pour le RN. Natacha Bouchard est réélue dès le premier tour. Voilà, donc la force finalement de la notabilité locale du sortant aussi a encore compté dans ce scrutin. Et c'est sans doute ce qui empêche aujourd'hui le RN de conquérir de nouveaux territoires. En revanche, effectivement, là où ils gagnent, ils sont implantés durablement et fortement. Les scores de Steve Briouat et de Ludovic Pajot sont de ce point de vue assez impressionnants. Oui, parce qu'il y a quand même une prime au sortant et durant cette élection, alors qu'on parlait peut-être d'un regain de dégagisme après 2020, et le RN s'implante. Après, il se trouve qu'ils sont soumis au niveau local aux mêmes difficultés qu'au national, c'est-à-dire une forme de plafond de verre du fait de l'absence de réserve de voix. Ça peut être la cause d'une défaite à Toulon pour Laure Lavalette, qui est pourtant sortie en tête de ce premier tour. Et c'est là où ces élections municipales vont d'ailleurs servir de test pour voir s'il y a une porosité plus grande qu'avant entre l'électorat de la droite dite traditionnelle et l'extrême droite, que ce soit à Nice, mais on pense aussi à Marseille, que vont faire les électeurs de Martine Vassal, la candidate LR. Est-ce qu'ils vont se dire que le vote utile pour eux, c'est de se reporter sur le candidat RN Franck Alizio et donc de faire échouer Benoît Payan? Très clairement, ils ont là aussi réussi à implanter beaucoup de candidats, et c'est tout à fait logique puisqu'ils ont investi 6
6 fois plus de listes qu'en 2020, que là aussi, leur objectif, c'est de mailler le territoire, et c'est aussi pour ça qu'ils ont envoyé dans ces élections plus d'une trentaine de députés pour tenir les têtes de liste. Et puis, il y a ce dernier enjeu pour le Rassemblement national et qu'il devrait atteindre, c'est par le biais de ces candidats et de ces élections, réussir à avoir un groupe au Sénat, ce qui serait une première dans l'histoire de la 5e. Oui, c'est ça, les élus du Rassemblement national se félicitaient dimanche soir tout de même de leurs résultats, dans le sens où ils auront aujourd'hui des conseillers aussi dans les conseils communautaires. En tout cas, petit à petit, ils s'installent dans l'ensemble des institutions françaises. Ouais, faudra voir après le second tour, parce que le RN, en tout cas dans la région, a encore des ambitions. Voudra gagner Wany, par exemple, où ils sont plutôt bien positionnés. Face à la maire socialiste. Voilà, voudra gagner probablement Courcelles-lès-Lens aussi. Donc, y compris, effectivement, tu as raison, au niveau des intercos. Alors, de là à faire basculer la communauté d'agglo de Lens-Liévin, il y a encore peut-être un pas que je me garderais bien de franchir, ou celle des Nains-Carvin. Mais en tout cas, de peser davantage dans les débats des futurs conseils communautaires, ça c'est certain. Et puis, Julien le rappelait, aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, il y a un sénateur RN qui s'appelle Christopher Zurek, des Nains-Beaumont. Ils seront peut-être en mesure de faire élire un deuxième sénateur du Pas-de-Calais. Ouais. La droite municipale reste très présente dans la région. Dans plusieurs villes, elle conserve ses positions, parfois assez discrètement. Est-ce que cette droite locale est finalement l'un des grands gagnants silencieux de ces municipales ? À bas bruit, effectivement, il y a une forme de prime au sortant. Alors ça concerne surtout la droite, mais parfois ça concerne aussi un peu la gauche, des élus divers gauche ou même PS qui sont réélus dès le premier tour. À droite, c'est clair, en tout cas, dans les bastions historiques de droite ou de centre droit, je pense à Béthune, je pense à Calais, je pense à Maubeuge par exemple, Dunkerque, Avesnes-sur-Helpe, Saint-Omer, Aumont, voilà, toutes ces villes-là restent gérées au centre droit, et je pense que dans ces villes-là, finalement, ce qui a beaucoup compté, en tout cas dans les choix des électeurs, une forme de continuité avec le maire sortant, c'est-à-dire que si le maire sortant n'avait pas un mauvais bilan, on le reconduit, quoi. Dans ces villes-là, les enjeux locaux ont primé. Donc oui, il y a une forme de, je ne sais pas si on peut parler de victoire, mais en tout cas de continuité assurée dans de nombreuses communes qui sont gérées aujourd'hui à droite ou au centre. Ouais. On retrouve ça au niveau national, parce que les sondeurs avaient bien perçu dans leurs enquêtes une dichotomie entre petites villes et grandes villes. Petites villes où les enjeux municipaux étaient mis en valeur, et finalement ces maires ont été reconduits. C'est pas du tout la même chose dans les grandes villes, où l'étiquette politique va être beaucoup plus présente et où le débat va être nationalisé. Et d'ailleurs, ça me permet juste de faire cette incise sur la participation, parce que si on a beaucoup commenté hier les chiffres de la participation qui se situent en deçà de ceux de 2014, élection avec laquelle on peut comparer les chiffres, puisque 2020 c'était la période Covid, donc c'était très particulier, donc qui montre une érosion de la participation, elle est en hausse dans les grandes métropoles, là où on a eu vraiment un combat idéologique qui a été marquant, qui a montré une force de la campagne, avec des débats très animés. Et là, on a vu que les lecteurs n'étaient pas du tout blasés, ne se détournaient pas de la politique. Au contraire, il avait envie de ce combat, il avait envie de comprendre ça. Les Français ne se désintéressent non seulement pas de la politique, mais ça montre que le chemin, là encore, vers 2027, il va, à mon sens, profondément intéresser les Français. Je rappelle quand même le taux d'abstention qui est autour de 40% au niveau national. On le sait, il peut y avoir un regain au deuxième tour. Cela dit, puisqu'on parlait encore une fois des grandes métropoles, on a quand même des choix qui sont assez décisifs et des combats assez clivants qui peuvent mobiliser des électeurs. Je pense à Lyon, où il y a un combat quand même. Il s'agit quand même du maire sortant, Grégory Doucet, qui était donné très en difficulté, écologiste, et qui se retrouve maintenant à égalité après le premier tour avec Jean-Michel Aulas. Là, il va y avoir un vrai combat qui pourrait mobiliser quand même les électeurs. Marseille, c'est pareil, puisqu'on a quand même PS et RN qui vont s'affronter au deuxième tour. Paris, c'est la même chose. On parlait de Lille, ça va être quand même des villes avec des enjeux et des débats quand même assez passionnants.
Et puis, on a beaucoup parlé au premier tour d'une démobilisation possible, du fait que beaucoup de villes n'avaient qu'une liste, qui avait la fin du panachage. Il y a 96% des communes qui ont eu leur maire élu au premier tour, c'est considérable, mais bon, ça ne représente que la moitié de la population. Le fait qu'ils se soient démobilisés au premier tour dans ces communes où il n'y avait pas de choix, là, au deuxième tour, là, ils ont la possibilité quand même d'avoir un choix décisif. Alors, est-ce que ça peut les porter à s'investir maintenant, d'autant plus que l'actualité est vraiment concentrée dessus. Il y a beaucoup de gens qui encore étaient occupés peut-être par les tensions internationales, par d'autres sujets. Entre les deux tours, on va parler quand même beaucoup de ce qui se passe. Ça pourrait engager pas mal d'électeurs à se dire « mince, bon, j'ai manqué le premier tour, j'ai pas fait attention. Deuxième, là, il commence à y avoir de l'enjeu et ça vaut peut-être le coup que j'aille à l'isoloir. » Et est-ce que ces résultats peuvent être interprétés comme un test pour la présidentielle de 2027 ? Oui, c'est un test. Et non, ça ne l'est pas, parce qu'on est obligé à un moment donné de tenir compte des situations très, très locales. C'est un test incomplet, on va dire. Ça offre une clé de lecture pré-présidentielle. Pour LFI, c'est clair. Pour le Rassemblement national, ça l'est un petit peu aussi. Enfin, pour d'autres partis considèrent que c'est un scrutin plus local. D'ailleurs, analysent leurs résultats à l'aune du local, qu'ils soient en défaite ou en victoire. Et donc, c'est aussi une bataille de communication, un peu politique en ce moment sur la valeur qu'on accorde à ce scrutin. Il y a des partis qui ont intérêt à nationaliser le discours autour de ce scrutin et d'en faire une rampe de lancement, et puis des partis qui n'ont pas du tout intérêt à relativiser les choses. Et dans les faits, localement, il faut relativiser les choses. Je crois qu'en vérité, la campagne a été extrêmement courte dans la tête des gens. Donc il faut bien imaginer que si on veut croire que ces municipales sont un test de la présidentielle, c'est oublier fort quand même que la plupart des gens vont prendre leurs décisions sur la présidentielle probablement en mars ou en avril 2027. Ouais, à la fin. Ouais, donc dans un an. À la toute fin. L'offre politique à la présidentielle, de toute façon, elle n'est pas connue à ce stade. Ni à droite, ni à gauche. Le RN s'est encore suspendu au calendrier judiciaire. Enfin voilà, on ne sait pas quels seront les candidats à la présidentielle. Donc on aurait tort, à mon avis, de s'emballer sur une lecture nationale des municipales. Le temps viendra assez vite pour parler de la présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que la pré-campagne pour la présidentielle va plus trop tarder à commencer quand même. Un grand merci à vous deux pour ces éclairages passionnants. C'est maintenant dans les jours qui viennent que les alliances et les négociations vont peut-être décider du résultat final. D'ici là, retrouvez l'ensemble de nos contenus liés aux élections municipales sur notre site internet. Et l'on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel de notre podcast pour décrypter les derniers résultats. Hors texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord à retrouver tous les jeudis.